Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, pour moi, c'est un grand jour. J'ai vraiment une chance extraordinaire, c'est de recevoir mon ami qui nous vient directement du Canada, mon ami Robert Savoie. Bonjour Robert, comment vas-tu? Salut Jeffrey, ça va super bien, puis c'est un honneur pour moi, comme je te disais avant qu'on commence l'enregistrement, d'être présent et engagé à faire cette interview. Merci Jeffrey. L'importance pour moi, c'est quelque chose que je porte de plus en plus, malgré 18 ans de métier, 3500 conférences. Alors merci cette importance-là. Je pense que les gens vont comprendre d'ici la fin de l'interview ce que je veux dire par importance. Je pense, oui. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de te rencontrer il y a maintenant plus d'un an. J'ai assisté à une de tes conférences et ça m'a tellement inspiré, Robert, que je me suis dit, faut vraiment que les gens qui font partie de ma communauté, ma puissance mentale, bah, soit ils te connaissent déjà, soit ils apprennent vraiment à te connaître encore plus. Et c'est pour ça que j'ai décidé donc de t'interviewer. Et voilà, c'est vraiment ton histoire qui m'a inspiré, ce que tu étais, par quoi tu es passé et surtout ce que tu es devenu maintenant. Et je sais que moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition, beaucoup à l'instinct aussi. Et c'est vrai que la première fois où alors, je t'ai vu sur scène, c'était juste waouh. Après, j'ai eu la chance, par un hasard, mais est-ce qu'il y a vraiment des hasards dans la vie? Je suis pas sûr. On s'est retrouvés dans un petit restaurant. On était une table, tu étais à une table un peu plus loin. Je me suis dit, bon, allez, faut que j'aille le voir, faut que j'aille le voir. Et j'y suis allé. Et là, c'est vrai que j'ai tellement, j'ai tellement ressenti quelque chose que tu dégageais qui était vraiment intéressant et une qualité d'écoute. Je te l'ai déjà dit l'autre fois, c'est vraiment ce qui m'a impressionné le plus chez toi, c'est ta qualité d'écoute. Et du coup, maintenant, c'est vrai que j'ai mis un point sur ça pour moi maintenant, quand les gens me parlent, bah, d'écouter comme Robert Savoie, en fait. Enfin, vraiment plus voilà, sur le même canal. Mm. Donc, Robert, si tu es d'accord qu'on commence un peu cette interview, mais comme je te le disais juste avant, on est un peu en famille en fait. C'est vraiment quelque chose de très cool, très décontracté. Et bah, je te propose bah, de raconter comme ça. Bon, je sais très bien que tu pourras en parler pendant des heures, mais succinctement, bah, ton histoire, d'où tu viens finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, merci, Jeffrey. Déjà, en partant, je suis touché parce que je trouve tellement que c'est important euh, et, et, et je l'ai développé, cette force d'écoute, mais on doit être en relation, en intimité avec soi, d'abord, avant tout. Puis c'est ça, d'être en intimité avec soi, ça demande un passage obligé. Et ce passage obligé, c'est de souffrir. C'est de souffrir pour un moment et c'est de se donner le droit d'exister pleinement avec ce qui va s'éveiller en soi de son histoire de vie, cette zone fragilisée que j'appelle la caverne de souffrance, cette caverne que nous avons créée, l'être humain, de zéro à aller à aujourd'hui, toutes les expériences difficiles. Et ces expériences difficiles, si on commence avec la question que tu m'as posée, c'est quoi ton histoire de vie? Mais c'est un passage, je peux vous dire que j'ai vécu beaucoup de violence. Tu sais, j'ai un père extraordinaire que je peux dire aujourd'hui, suite à tout le cheminement que j'ai fait, avec 4 frères. Encore là, mes 4 frères, c'est mes idoles, ils sont plus vieux que moi. Ils sont tous sportifs. Ici, au Canada, c'est des, tu sais, un de mes frères, c'est un joueur de hockey professionnel. Alors, c'est mon idole, c'est mon mentor, c'est mon Dieu. Alors, quand il me dit des paroles, exemple, t'es stupide, t'iras pas loin, t'es niaiseux, nomme-les, tout ça fait en sorte que moi, je l'ai cru. Et cette violence-là que j'ai connue par un père qui était très colérique, alors c'est des coups de strap, coups de poing, claques, regard écrasant. Euh, et ça, ben, c'est sûr que moi, ça l'a développé sur moi l'humiliation, la honte, la culpabilité. Alors, en ayant développé ces blessures, c'est sûr que c'est toujours moi le fautif. Hmm. C'est moi qui n'est pas correct.
Ça te faisait culpabiliser, en fait. Tu culpabilisais d'être comme ça, parce qu'à force, tu t'es créé même ta propre personnalité. Vu tout ce qu'il te disait, pour toi, tu prenais comme une Il avait réalité. raison. Tu sais, il avait raison parce que c'est mes autorités. Ils représentent l'autorité, eux. Fait que, ils disent, c'est vrai, la répétition de paroles blessantes, la répétition de coups de strap, la répétition de regards écrasants, veux pas, tu développes une croyance limitante. Et les croyances limitantes que j'avais, ben, ils ont raison. Fait que j'ai cru qu'ils avaient raison. Et ça, ben, j'ai développé une attitude parce que la croyance vient imprégner dans une attitude. Tu développes l'attitude. Alors, cette attitude que j'ai développée, habitude, que je donnais raison à ce que l'extérieur, qui sont mes frères, mon père, ils ont raison, c'est vrai ce qu'ils disent. Alors, j'ai développé, moi, un automatisme, l'autopunition. L'autopunition. Alors, Ouais. Finalement, tu t'es conforté à ce qu'il se disait. ben, la violence, C'est ça. cette violence que je reçois, je me la fais moi-même. Ouais. Alors, c'est de la violence verbale, la violence physique. Et cette violence-là, j'ai tellement peur, Jeffrey, que je deviens colérique, je deviens violent moi aussi avec mes petits amis, camarades d'école. Et ça fait en sorte que, avoir développé ça, j'ai peu d'amis. Alors, il n'y a pas personne qui, selon moi, qui m'aime. Alors là, je développe des fuites, des fuites, déjà suite à des abus sexuels que j'ai connus en plus à 7 ans. Déjà à 8 ans, Jeffrey, c'était l'alcool. Moi, je pensais que je prenais de l'alcool juste pour avoir un buzz, là, pour avoir un effet avec mes amis. Non, c'était pour geler mes émotions. Déjà à 8 ans. Et ça m'a amené dans les substances plus fortes. C'est cocaïne à l'âge de 13-14 ans. Déjà à cette époque-là. T'étais un enfant, en fait. J'étais un enfant dans un enfant, mais avec une mentalité d'adulte, si on peut dire ainsi, pour ne pas vivre l'enfant que j'étais, pour ne pas ressentir ses souffrances. Parce que quand on est enfant, Jeffrey, je pense que les gens qui écoutent présentement vont être d'accord avec ça. On est supposé avoir du plaisir, on est supposé de s'amuser, de rire, vivre son moment présent. C'est là qu'on doit intégrer toute la notion du moment présent, de l'abondance, de la prospérité, de bâtir une fondation sur l'amour de soi, du partage. Mais quand c'est le contraire qui arrive, tu veux pas ressentir ça parce que cette zone fragilisée, c'est malaise dans son corps, c'est souffrant, puis on ne sait pas comment, on ne sait pas, enfant, comment que je peux gérer ça. Alors, on met des mécanismes de défense en place. Et ça, ben, fait que au fur et à mesure qu'on avance, ben, on développe des fuites pour ne pas ressentir. On se défend. On est en réaction. En tout cas, dans mon cas, ça a été ça. Et suite aux études que j'ai faites en psychologie et thérapie pendant des années, j'ai compris que l'être humain, on est sur la défensive, on est sur des fuites en réaction bien souvent quand on ne veut pas ressentir. Et la beauté de tout ça, Jeffrey, c'est par mes expériences souffrantes qui a fait en sorte qu'à un moment donné, il a fallu que je dise un trop-plein d'accumulation d'expériences, que j'ai dû m'arrêter et commencer à faire du cheminement personnel parce que j'étais rendu au bout du rouleau et c'est la mort de mon père. Hein? C'est là, que ça a été la croisée des chemins, si je peux dire ainsi. Et justement, donc c'est cette histoire, ce moment-là, comme tu dis, qui a été pour toi, ça t'a fait basculer en disant mais je peux pas continuer à être comme ça en fait. Ben, 28 ans, hein, mon père est assassiné, il avait 63 ans. C'est pour ça que j'aime ça dire aux gens, j'ai connu dans mon enfance la violence. Et à l'âge de 28 ans, ben, mon père s'est fait assassiner par 3 individus, 2 18 ans, 1 19 ans, à l'âge de 63 ans. Et il s'est fait battre à coups de pied et à coups de poing. Alors, ils l'ont tué pour 40 € environ. Puis mon père, il attendait, là, mon père, il avait développé une sagesse à 63 ans. Mon père, il m'aimait, j'ai appris ça avec le temps. Mais à cette époque-là, j'ai 28 ans. Alors, quand mes frères sont venus me réveiller pour me dire Bobby, papa est mort, il s'est fait tuer.
c'est sûr que la première chose qui s'éveille de son affectivité, c'est tout ce qu'on a reçu, Ben oui. qu'on a appris. Alors, c'est la violence. Alors, Les qui a fait ça? mécanismes qui se sont mis en place, en fait. Ben oui. Alors, Ouais. qui a fait ça? Hein? Qui a fait ça à mon père? C'est sûr que là, j'ai le regard à l'extérieur et je veux tuer ces personnes-là. Alors, je vis pendant 5 ans, Jeffrey, pour assassiner ces personnes-là. Ouais. Ils ont battu mon père à coups de pied et à coups de poing. Et quand j'ai été l'identifier à la morgue, écoute, il y avait tout le côté droit du cerveau écrasé à force d'avoir mangé des coups de pied. Et c'est l'image que j'ai gardée de mon père. Et à la cour préliminaire, tu sais, on raccourcit l'histoire sans rentrer dans tous les détails, mais à la cour préliminaire, quand ils ont arrêté les 3 suspects, il y en a un des 3 qui a tout avoué. Il a tout avoué ce qui s'était passé. Et il a même mentionné les derniers cris que mon père criait. Et mon père, quand il se faisait frapper à coups de poing, à coups de pied, il criait « Lâchez-moi, lâchez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Lâchez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? » Alors, les seuls souvenirs que j'avais, c'est de voir le crâne de mon père tout écrasé, avec ses yeux tout noirs, et je l'entendais crier. J'avais aucun bon souvenir de lui, parce que j'avais accumulé. Et cette accumulation-là faisait que j'étais restreint ici, dans mes pensées. Alors, quand je voyais l'image, j'entendais mon père crier, oups, il y a un automatisme qui se passait en place, c'est que mon imaginaire était pour créer des scénarios, comment est-ce que ces personnes-là étaient pour mourir. Ça va jusque-là. Alors, à tous les jours, je pensais à ces meurtriers, comment j'étais pour les tuer. C'était devenu un peu ta mission de vie, finalement. Tuer ces hommes qui avaient tué ton père dans des conditions complètement atroces, c'est ça? Complètement atroce. Puis, tu sais, les gens qui écoutent présentement, j'ai le goût de dire, Jeffrey, si tu me permets, c'est de faire le chemin avec sa propre histoire, tu sais. Oui, mon père était mort et s'est fait tuer d'une mort atroce, mais des fois, ça peut être une séparation amoureuse. Comment on peut commencer à se créer des scénarios contre son ex, puis comment y en vouloir, puis comment c'est aussi souffrant que la mort de mon père. Ça peut être des fois un collègue de travail, au travail que, oups, il y a des désaccords que là, on n'est pas capable de verbaliser, on n'est pas capable d'exprimer, on manque de communication. Là, oups, on arrive le soir, on se couche, on commence à faire de l'anxiété, on commence à faire de l'angoisse parce que, oups, il y a un désaccord avec l'autre, fait que là, ça devient des relations de guerre. Et là, ben, les scénarios se mettent en place et on ne crée pas sa vie à ce moment-là. C'est vrai que ce que tu dis dans tes conférences, c'est qu'on n'est pas là pour comparer. On n'est pas en train de se dire Robert Savoie a vécu un truc atroce, donc moi, par rapport à lui, c'est moins important. Ou au contraire, c'est plus important parce que ceci, parce que cela. Toi-même, tu dis OK, peu importe son chemin de vie, si vous avez quelque chose qui vous a fait du mal, c'est à vous de prendre ça en compte pour changer cette perception. Parce que là, comme tu le dis, ta seule perception pendant des années, ça a été faire finalement la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, quoi. C'était, ils ont fait du mal à ma famille et à moi, puisque ce que tu ressentais, c'était toi. Eh ben, on va leur rendre l'appareil. Et c'est ça, en fait. Ça, c'était ton leitmotiv, en fait. Et donc ça, effectivement, le collègue la personne qui a un problème avec son collègue, et peut-être qu'il le vit mal en ce moment, la personne qui a un problème avec son ex-conjoint ou concubine, son focus, eh ben, c'est lui qui se le crée, en fait, peu importe la situation. Et ça, ben, c'est de prendre le temps de s'arrêter puis de ressentir ce qui est là. C'est pour ça que j'ai mentionné au tout début, j'ai dû souffrir pour libérer. Parce qu'il faut passer par ce passage obligé. Et ce passage obligé, mais c'est les émotions de violence, les émotions de rancune, de haine, la colère. Et tout ça, ben, il a fallu que je l'exprime. Il a fallu que je le verbalise à une autre personne. Parce que mes enseignements que je fais dans mes ateliers, je dis aux gens, ben, c'est en relation que nous avons été blessés et c'est en relation que je peux me récupérer. C'est de ne pas rester seul dans son isolement affectif. Bien souvent, l'être humain reste dans l'isolement affectif. Bien souvent, les gens vont se dire, ah ben,
ça va s'arranger, on met des phrases positives en place, puis il y en a des pires, il y en a des mieux, demain ça va aller mieux. Et toutes ces phrases-là, c'est bon, des affirmations positives, mais ce n'est pas assez. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On doit s'arrêter et de ressentir et d'avoir un regard sur son intelligence émotionnelle. Et ça demande d'être en intimité avec soi. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire de la thérapie, j'ai commencé à faire de la psychologie pour avoir les notions de la responsabilité affective et les notions aussi de l'engagement en relation, en intimité avec moi, qui a fait que j'ai verbalisé, exprimé, je me suis libéré. Et au début, je disais, je pardonne aux assassins qui ont tué mon père, mais je n'irai pas dîner avec eux. Parce que j'avais compris que le pardon, c'était égoïste. On faisait ça pour soi, pour se libérer de sa société intérieure. D'arrêter d'avoir le regard sur la société extérieure, parce que le temps que je regarde l'autre, le temps que j'y en veux, le temps que je le maudis, le temps que je suis en haine, le temps que j'essaie de le changer, le temps que j'essaie de dire qu'il n'est pas correct, ben j'ai pas le regard sur qu'est-ce que je ressens. Et c'est là que c'est de mettre le projecteur sur soi, de mettre le miroir sur soi. Et moi, Robert Savoie, comment est-ce que je me sens dans ma société intérieure? Parce que tout est là. Tout est à l'intérieur de soi de qu'est-ce que j'ai vécu comme expérience. Et quand je dis que tout est à l'intérieur de soi, c'est toutes les émotions qu'on a envalées, qu'on a gardées pour soi, qu'on n'a pas exprimées. Alors, c'est le fait d'avoir regardé ça, je me suis libéré. Et ça le fait en sorte que, OK, je me sens plus en paix. Je le sais que je le fais pour moi, pour me sentir mieux, pour revenir en relation avec qui je suis. Et là, ce que ça l'a fait, Jeffrey, j'ai continué par la suite à une demande d'un des conférenciers qui m'a demandé de partager mon histoire. Fait que je racontais dans 15 minutes ce que je t'apprête à vous raconter, mais à chaque fois, je pleurais. J'étais sensible. Je le fais encore. Aujourd'hui, j'ai développé une vulnérabilité, sensibilité. C'est plus des émotions de souffrance ou des émotions qui me font mal. C'est une sensibilité. Et cette sensibilité, je connecte avec quelque chose qui est grand. Vous allez comprendre ce que je veux dire d'ici la fin. Et là, la force, c'est à mesure que je partage, je verbalise. Et là, je libère. Et à un moment donné, il y a un de mes frères, Jeffrey, qui rentre à la maison chez moi, puis il dit, Bobby, il y en a un des 3 assassins qui s'en veut d'avoir tué papa. Mais c'est sûr que dans l'ego, l'orgueil ici, on s'est dit tous les deux, s'il peut assez souffrir, nous aussi, on a souffert. Ça, c'est qu'est-ce que j'avais appris. Mais quand je me suis retrouvé seul avec moi-même, en intimité, c'est là que je me suis dit, hey, fais quelque chose pour lui. Faites quoi pour cette personne-là, tu sais? Puis je partais d'une intention noble, d'une intention que lui puisse se libérer, parce que je dis, quand il va sortir de prison, s'il continue à se sentir coupable, à s'en vouloir d'avoir tué mon père, peut-être qu'il va retourner dans les stupéfiants, il va faire mal à des femmes, à d'autres hommes. Alors, si je lui dis que je lui ai pardonné, puis que lui se pardonne, il sortira de là plus libéré et pourra faire peut-être une vie plus normale. Alors, la rencontre, elle a eu lieu 9 mois après ma demande. Combien? 9, tu dis? 9 mois? Ça a pris 9 mois. Quand j'ai fait la demande, c'est sûr que moi, au début, ça va se faire dans 2-3 semaines, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que j'ai compris que le pardon, c'était vraiment égoïste, c'était pour soi. Et on ne peut pas imposer le pardon à personne. Je peux pas dire, hey, je t'ai pardonné, on va s'asseoir, puis le mal que tu m'as fait, tu vas m'écouter maintenant. On ne peut pas imposer ça à l'autre. C'est pas à nous à faire justice. Et puis, je pense aussi ce qui s'est passé, c'est que tout ce qui est l'administration judiciaire a dû se poser la question, est-ce que, toi, tu étais en accord avec toi-même, tu avais cette volonté d'aller voir cet homme, mais l'administration judiciaire a dû se demander, enfin pénitentiaire, a dû se demander, mais quelle est réellement son intention? Est-ce que ça serait pas un moyen pour lui justement de venir se venger? C'est peut-être certainement là. Ouais. T'as tellement raison, Jeffrey, parce que c'est sûr que quand tu le sais, avec ton métier que tu fais, ils font une enquête
sur les meurtriers, la famille, qui est cette famille-là qui est arrivée à tuer un homme. Et on ne doit pas oublier qu'ils font une enquête aussi. Qui est cet homme qui a été tué? C'est qui ses enfants? Oh, ils ont tombé sur Robert Savoie Junior. C'était une personne très violente. Ils ont vu, tu sais, j'ai des charges d'assaut sur les agents de la paix à l'âge de 18 ans jusqu'à 23 ans parce que j'étais dans cette violence, problème de toxicomanie. Alors, j'étais très violent. Quand ils ont tombé sur Robert Savoie Junior, oh, OK, on fait affaire à un récidiviste, là. J'avais un dossier criminel. Tu sais, d'une sorte, parce que j'étais violent. Alors, c'est sûr que quand ils sont arrivés à la maison pour savoir, Robert Savoie, ils m'ont posé des questions pendant 4 heures, là, la justice réparatrice, avec un avocat qui était là, Francine Tetley, que j'ai la permission de nommer son nom, et qui est enseignant en droit à l'Université d'Ottawa. Alors, ils m'ont posé des questions pour savoir si mon intention, elle était noble. Et ils m'ont posé des questions de façon différente pour savoir si j'étais prêt. Et après 4 heures, ils sont aperçus, oui, Robert, tu es prêt. On voit que ton intention, elle est noble, tu es à bonne place. Mais par contre, on doit demander à Joey si lui veut te rencontrer. Donc l'assassin de ton père, enfin Joey, c'était l'assassin. Si lui veut te rencontrer. Et c'est là que j'ai compris que je ne peux pas imposer le pardon à personne. Il ne me devait rien, même s'il avait tué mon père. C'est pas à moi de faire justice. C'est là la responsabilité à 100% de chaque individu devient tellement important de prendre soin de soi, de son affectivité, qu'est-ce qu'on vit comme expérience avec l'autre. Et il a accepté. Et c'est là que, comme tu dis, le processus a duré 9 mois parce que moi, j'étais prêt, mais il a fallu qu'il prépare Joey, l'assassin que c'est mon père, il a fallu qu'il prépare pendant ces 9 mois-là, vivre cette rencontre-là parce que c'était ce qu'il a fait, c'est il a enlevé une vie, là, fait qu'il fallait qu'il prépare à tout ça et ça a pris 9 mois le processus. Et puis, ce genre de situation pour la justice, enfin, c'est pas monnaie courante, c'est pas quelque chose qui se passe fréquemment. Je pense que c'est rare. Enfin, dans tout ce que j'ai pu rencontrer, hein, les victimes, bien souvent, elles ont juste une envie, c'est que ceux qui leur ont causé du mal, vivent vraiment quelque chose de mal. Donc de là, la démarche que toi as voulu entreprendre, c'est quelque chose un peu de particulier, voire de. Alors je sais pas comment c'est au Canada, mais en tout cas. C'est la première fois, Jeffrey, qui voyait un pardon aussi grand parce que ce processus de 9 mois, c'est qu'après 6 mois, j'ai su qu'il y avait sa grand-mère, qu'il y avait sa sœur, qu'il y avait sa mère. Et là, encore là, je suis après-médité, je prends soin de moi, tu sais, je suis dans des études en psychologie, en thérapie, tu sais. Et ce processus-là amène à une intuition à dire pourquoi qu'on n'invite pas toute sa famille? Tant qu'à faire le pardon, pourquoi qu'on ne le fait pas tous ensemble? Et lui, si sa famille sont là, présents avec lui, et ils échangent, ils verbalisent comment est-ce qu'ils sont sentis, ce que ça leur a fait vivre, en sortant de prison, ben il y aura peut-être sa famille pour s'appuyer. Parce que sa famille, ils ne seront peut-être pas en colère contre lui, ils vont pouvoir avoir libéré, même s'ils l'aiment, même si, peu importe ce qu'il a fait, sa famille l'aimait, là, il l'aime encore, mais je veux dire, ils peuvent tous se libérer, ça va faire en sorte que, il va avoir un lien d'appartenance qui va pouvoir continuer à se faire soutenir. Et sa grand-mère, elle a accepté. Sa sœur et sa mère n'ont pas accepté. Il y avait beaucoup peur de cette rencontre. Et la grand-mère, elle était présente en prison quand je l'ai rencontrée. Mais même, c'est vrai qu'on y pense. Enfin, quand il se passe un drame du côté des victimes, ça emmène toute la famille. Mais quand il y a comme ça aussi un drame du côté de l'auteur, c'est toute la famille aussi que ça emmène. Parce que ses parents, ses arrière-grands-parents, ses grands-parents, ses cousins, eux, ils y peuvent rien finalement. Sauf qu'ils subissent cette situation. Et donc, on peut tout à fait comprendre que ses parents n'aient pas voulu venir. Et donc, déjà, qu'il y ait la grand-mère qui ait souhaité venir assister à cette rencontre, c'est quand même quelque chose d'incroyable aussi. Enfin, et puis, les gens là, ceux qui ne te connaissent pas forcément, Robert Savoie, c'est quand même en plus un costaud, donc c'est pas un petit gringalet. Donc ils peuvent se dire aussi, se poser cette question, mais pourquoi il fait ça? Dans quel intérêt? Est-ce que c'est pas pour nous faire du mal? Est-ce que il va y avoir tous ces scénarios, tu sais, qui doivent travailler, quoi. Donc, je suis content que tu dises ça, Jeffrey, parce que dans mes conférences et dans des ateliers, tout ça, je pose toujours la question aux gens, qui ici veut un meilleur monde?
Fait que tout le monde, 100% des gens lèvent le main. Tout le monde veut un meilleur monde. Ouais. Puis je dis aux gens, on peut-tu se foutre la paix avec le meilleur monde? Arrêtons de vouloir changer le monde. Arrêtons de vouloir tout le temps tout changer puis que on n'a pas d'effort à faire. C'est pas un effort être dans un meilleur monde. Ça devrait être simple et les gens devraient comprendre que ce meilleur monde-là, si je veux le créer, je dois commencer par moi. Juste prendre soin de ma relation. C'est ce que j'ai compris, ça fait des années. Si je prends soin de moi, je me libère de ma violence, je me libère de mes abus, je me libère dans la conscience que j'ai. Là, si je me libère de mes traumatismes, de mes expériences qui ont été souffrantes, ça peut être d'avoir perdu ma souris à l'âge de 3 ans qui peut faire aussi mal que la mort à mon père. C'est pour ça qu'on ne doit pas comparer. La souffrance, je peux pas y toucher. C'est pas tangible. Chaque personne a son lot de souffrance. Ça peut être aussi souffrant, comme j'ai dit, d'avoir perdu sa souris qu'avoir perdu son père. Alors, si je peux m'occuper de mon histoire de vie, c'est là que je vais créer ce meilleur monde. Et ça, je l'ai compris. Et tout ça, j'espère que les gens qui regardent cette vidéo en prennent bien conscience. Vraiment, ce que dit Robert là, c'est extrêmement important. Vouloir changer le monde, c'est bien. C'est noble, c'est sûr, mais commencez à vous changer vous-même, incarnez le changement en fait. C'est Gandhi qui disait « soyez le changement ». Et ça part de là, ça part de là. C'est pour ça que sur la page Ma Puissance Mentale, je mets toujours « prenez soin de vous ». C'est extrêmement important. Et ça, et encore une fois, une grande leçon que tu es en train de nous donner, Robert, c'est comparez pas par rapport aux autres. Comparer aux autres, c'est encore une fois, jeter votre regard sur l'extérieur plutôt que de regarder vers l'intérieur. Et ça, c'est… Merci par rapport à tout ce que tu es en train de nous partager. J'espère que les gens ont vraiment conscience de toutes ces pépites. Jeffrey, le matin, je me lève puis j'ai 2 mots que je me dis toujours. Puis juste les nommer, ça me touche. C'est aimer, servir. Ouais. Aimer. Revenons à la base. La base, c'est aimer, servir. Aimer qui? M'aimer moi. Ouais. Si je suis en relation avec moi, je suis en intimité, puis je suis connecté à cette puissance qui est à l'intérieur de moi, alors je vais être dans l'amour de soi, je vais me servir. Alors, je vais m'aimer et je vais me servir dans mes propres besoins. Si je réponds à mes besoins fondamentaux, je risque de donner accès à la personne qui est en face de moi. Et cette personne-là qui est en face de moi, c'est mes enfants, c'est ma conjointe, c'est mes collègues de travail. C'est des gens que je vais courtoyer à l'épicerie, dans le métro, dans le TGV, sur la route, au lieu de klaxonner puis de vouloir arracher la tête du gars parce qu'il est trop slow. Vous comprenez? Fait aimer. Il y en a beaucoup qui doivent te reconnaître dans tout ce que tu dis, Robert. C'est juste… aimer, servir, vivre le moment présent avec soi. Et c'est là que je risque de donner accès à cette sensibilité-là, cette grandeur-là que j'ai à l'intérieur de moi, à la personne qui est en face de moi. Et c'est là que je crée de l'énergie d'abondance, que je crée de la haute vibration parce que je suis dans un état de bien-être, je suis dans un état de wow. Alors, les gens qui sont alentour de moi ressentent cette énergie-là parce que je leur donne accès. Aussi simple que ça. On se complique la vie. Bien souvent, l'être humain, et pourtant, la vie, elle est simple. C'est juste de revenir à la base. C'est quoi la base? Pourquoi qu'on est venu sur la Terre? Selon moi, il y a seulement 2 raisons pourquoi qu'on est sur la Terre. Bien simple, c'est aimer et être aimé. S'aimer et être aimé. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on est ici. Alors, ça, c'est la fondation, c'est l'entonnoir. À partir de l'amour de soi, la base, si je suis en relation avec moi dans ma fondation, puis je m'en occupe, ben je risque que tout le reste puisse se développer dans la communication, dans l'écoute, dans le respect, de dire, de nommer ce qui est là, en ayant le souci de l'autre qui est en face de soi. Et ça fait toute une différence. Parce qu'effectivement, on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Donc, si on ne s'aime pas déjà soi-même, c'est difficile d'aimer les autres. Et ça, c'est extrêmement important. Tu as tellement raison, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, mais par contre, tout est à l'intérieur de soi. Tout est là.
Tout est à l'intérieur de soi. La seule chose que nous avons à faire, c'est de se libérer. Plus je me libère, plus je suis en connexion avec le pouvoir de l'amour de soi, avec la confiance en soi, avec l'écoute de soi. Et cette magie qu'on est tant à la recherche de cette haute vibration, cette abondance, elle est à l'intérieur de soi. Mais pour y avoir accès, je dois marcher le terrain qui est le moins fréquenté, qui est de la tête au cœur. Et pour ça, c'est un passage obligé, se permettre d'exister avec ce qui s'éveille en moi pour m'en occuper. Et c'est tellement puissant. Et tu sais, si on revient à l'histoire de mon père, puis tu l'as dit, je suis costaud, Jeffrey. Écoute, quand j'étais en prison, là, j'ai pris l'assassin dans mes bras, là. Les gens m'ont dit, il est fou. Vous avez le droit de dire je suis fou parce que j'y ai pensé longtemps, moi aussi, que j'étais fou de prendre le meurtrier que tué mon père. Jamais j'aurais dit ça au début. Mais au fur et à mesure que j'ai cheminé, le bien que je me suis fait, j'ai été capable de donner ça à l'assassin qui a tué mon père. Parce que, premièrement, parce que lui aussi, il voulait se libérer. Là. Ça aussi, il portait l'intention de vouloir se libérer de cette souffrance qu'il vivait suite à la mort de mon père. Mais je l'ai dans mes bras, puis je peux te dire que j'aurais pu lui casser les côtes, j'aurais pu l'étouffer dans mes bras, là, facilement, parce que peu importe, mais j'étais dans un amour de soi et j'étais en amour avec la personne que je suis, puis la personne qui était dans mes bras, j'avais aucune haine, aucune violence. Et les deux, on pleurait comme des enfants, mais j'ai compris à ce moment-là, malgré les études que j'ai faites, Jeffrey, malgré la thérapie, la psychologie, vivre l'expérience directe d'avoir l'assassin qui a tué ton père. Je l'ai dans mes bras, là. Et autant j'ai tout pour échouer, Jeffrey. Je pars avec des abus sexuels, avec de la violence. Si j'avais été à l'église à tous les dimanches, à genoux, à prier, avoir été dans une famille saine, équilibrée, avoir vécu aucune expérience, toujours dans l'amour, dans la confiance, j'aurais dit, oh, c'est normal que je l'ai dans mes bras. Mais c'est tout le contraire qui m'est arrivé. Et là, je l'ai dans mes bras, puis j'ai aucune haine. Aucune haine. Mais justement, Robert, est-ce qu'à ce moment-là, tu te surprends toi-même? Est-ce que tu te dis, mais je me reconnais pas, en fait? Ou alors, est-ce que toi, justement, vu que c'est le fruit d'un cheminement, est-ce que pour toi, ça te semble normal? Qu'est-ce que tu ressens finalement à ce moment-là? À vivre ce moment présent-là dans le ici maintenant, quand je l'ai dans mes bras, je me surprends pas parce que je suis parvenu à cette place-là avec les années de libération. C'est sûr que oui, avant d'arriver en prison, ici, j'avais, OK, je l'ai vu sur des photos, j'ai pardonné, j'ai exprimé, mais je ne l'ai pas encore vu. Je ne l'ai pas vu physiquement. Et là, ben, c'est sûr que là, ben, ici, avec les connaissances que j'ai, des perceptions de la vie, tout ce que j'ai reçu de mon héritage affectif, de ma famille, tout ce qui m'a été transféré comme pensée, comme je suis dans le doute un peu, dans la méfiance, comment est-ce que je vais réagir, mais après que je suis là, je le vois, j'ai aucune haine, aucune violence. J'ai même de l'amour pour cette personne-là qui a tué mon père parce que j'ai développé tellement d'empathie et de la compréhension pour moi que j'en ai pour l'autre. Et là, je l'ai dans mes bras, mais ce que je constate, par contre, à ce moment-là, en me donnant accès à mon amour de soi, parce que je me suis libéré. La seule façon que je peux être dans l'amour de soi, c'est en me libérant. Et ça, je veux que les gens comprennent ça. C'est simple, là. La seule façon que je peux être dans mon amour de soi, c'est en me libérant de mes charges émotives, de mes expériences de vie qui ont été difficiles. C'est la seule façon que je peux avoir accès à mon amour de soi. Et comme tu l'as dit au début de cet entretien, pour se libérer, il faut se connecter à ce qui se passe là, en fait. Ça se passe pas. Et c'est pour ça que moi, la page, je l'appelle puissance mentale, parce que si on reste que dans le mental, eh ben, ça suffit pas. Il faut se connecter à ce qu'on a là, la puissance. La puissance, elle vient de là. Les émotions, le ressenti, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et quand tu arrives à connecter la puissance et le mental, là, tu as une puissance mentale, tu vois, c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça, qui va te permettre de faire des choses peut-être que tu ne penses pas être capable de faire. Et ça, c'est juste incroyable. Et je pense que les gens qui écoutent en ce moment doivent se dire, mais oh. Et là, en fait, même si on ne compare pas, parce que ce n'est vraiment pas l'objet, on doit se dire, mais hier ou avant-hier, je me suis peut-être embrouillé avec mon collègue.
mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Alors que là, j'ai à côté de moi, enfin, face à moi, un gars, un Canadien qui a réussi à pardonner à l'assassin de son père. C'est juste incroyable. En tout cas, tout ce que tu nous partages, c'est hyper inspirant. C'est un truc de dingue. Là. Merci, Robert, pour tout ce que tu es en train de partager. Quoi. Merci, Jeffrey. En plus, je crois que et en plus, pour t'avoir suivi sur plusieurs conférences, l'histoire ne s'arrête pas là par rapport à Joey. Là. Parce que ça finit jamais, là. Ça termine jamais, le pardon. J'ai compris ça aussi, oui. Les études m'ont amené énormément, mais c'est par l'expérience directe que j'ai développé ce que je t'apprête à vous nommer. C'est que le pardon, la libération n'est jamais, 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 jamais terminé pour une histoire. Et plus je libère, plus je deviens dans l'amour de soi. Et comme je mentionnais tantôt, ce que je vais dire aux gens quand je l'ai dans mes bras et que je me donne accès à ma sensibilité, lui, il est après se libérer en me disant « I'm sorry, Robert », tu sais, c'est un anglophone, « I'm sorry », tu sais, je voulais pas le tuer, ton père, je m'excuse, puis je te demande pardon. Il est après se libérer dans mes bras. Il se libère. Il est après se pardonner. Et c'est là qu'on doit comprendre qu'on risque de faire de ce monde un meilleur monde. Les gens qui écoutent présentement, on n'a pas besoin de faire ce que j'ai fait. C'est pas nécessaire dans le ici maintenant quand on vit une expérience. Mais plus vous allez libérer, moins vous allez en vouloir à votre ex-conjoint, à vos collègues de travail, aux gens qui vous ont blessé. Parce que vous allez comprendre que plus vous vous libérez, plus vous allez être en relation avec vous et plus vous allez être dans votre amour de soi. Et plus j'ai fait ça, à un moment donné, ben, c'est sûr que j'ai fui dans le travail aussi suite à cette mort-là de mon père. Je travaillais jour et nuit parce que je voulais pas ressentir ce que je devais ressentir. C'était trop souffrant. Je savais pas comment. Alors, j'ai fui dans le travail jour et nuit et j'ai bâti un empire, si je peux dire. Une centaine de sous-traitants, des camionneurs, des messagers, des superviseurs. Et un de mes superviseurs, une nuit, il m'a envoyé une demande d'emploi. Et cette demande d'emploi-là, c'est un des 3 qui a assassiné mon père. Et je l'ai engagé. Je l'ai engagé. C'est incroyable. Et je l'ai engagé. Et quand venait le temps de faire les revenus pour lui remettre ça dans son compte, j'étais assis devant mon ordinateur et avant d'arriver, de cliquer, tu sais, d'appuyer sur le bouton pour lui envoyer son revenu, je disais à ma femme à chaque fois, viens mettre les mains sur mes épaules, on va payer celui qui a tué mon père. Et avant d'appuyer sur le bouton, je m'arrête parce que ce qui s'éveille en moi, c'est tellement puissant, je pleure comme un enfant. Ma femme aussi, elle pleure juste par ma vibration. C'est tellement fort, c'est tellement grand qu'on pleure tous les deux et je veux pas appuyer tout de suite parce que c'est bon ce que je ressens. Et je vais poser la question aux gens qui écoutent présentement. À qui vous croyez que je fais du bien à ce moment-là? À moi. Je m'éveille dans une puissance d'abondance, de haute vibration que c'est tellement bon, c'est tellement wow. En faisant du bien à l'autre, je me fais du bien à moi. Oui, il a tué mon père, je suis conscient de ça. Jamais je vais appuyer ce qu'il a fait. Jamais je vais donner raison à ce qu'ils ont fait à mon père. Jamais. Je suis conscient de ça. J'oublierai jamais ça. Mais le fait de m'avoir libéré de ma prison affective, aujourd'hui, que je vis, je fais le tour du monde, j'ai fait faire des conférences ateliers, faire mes retraites. J'ai une femme extraordinaire que j'ai rencontrée après plusieurs années de libération. J'ai ma fille qui a 28 ans, que je suis grand-papa d'un petit garçon depuis le 24 décembre dernièrement. J'ai mon fils qui a 14 ans. J'ai des amis comme toi, Jeffrey, tu sais, autant j'avais des charges d'assaut sur les agents de police. Je détestais les policiers, moi, parce que mon père m'a fait détester les policiers. J'aimais pas l'uniforme. J'aimais pas l'uniforme parce que c'était une autorité pour moi qui avait fait souffrir mon père. Puis aujourd'hui, j'ai toi comme ami, Jeffrey, je te prends dans mes bras, je t'aime assez, on a eu une connexion, moi et toi. Et à Gatineau, ici dans l'Outaouais, il y a des gens, des policiers qui sont venus faire mes retraites. Aujourd'hui, je serais un des premiers à sauter à l'eau ou peu importe pour aider un policier.
j'ai transformé cette fausse croyance limitante que j'avais assimilée. Et justement, donc de t'être libéré finalement de ce lien qui était toxique entre l'assassin de ton père et toi-même, c'est ça en fait, t'as coupé ce lien qui était négatif entre eux et toi. Ça t'a permis déjà toi de te sentir mieux déjà avec toi-même, de donner plus d'amour aux autres. Mais ce qui est incroyable, c'est que maintenant tu fais le tour du monde pour en fait sur des conférences raconter un peu ton histoire, raconter un peu mais pour inspirer les autres. Et c'est pour ça, et ça, ce qui est important, c'est que des fois, les gens vivent un drame. J'ai des gens, moi, dans mon entourage, qui ont vécu des drames qui sont juste incroyables, mais juste qu'ils aient l'espoir, en écoutant ce que tu viens de nous dire là, que ce qu'ils ont vécu, ça peut aider les autres. Et que ce qu'ils ont vécu, c'est pas une fin en soi. C'est justement, ça va pouvoir, si peut-être que tu as perdu ton père des suites d'un cancer, peut-être que si tu as perdu ton enfant des suites d'une maladie, d'un drame, ce que tu as vécu, peut-être que ça peut aider les autres. Et ça, c'est important en fait. Ça donne un espoir finalement. Et c'est pour ça, moi, la mort de mon père, aujourd'hui, je peux le voir comme un cadeau déguisé. C'est un cadeau déguisé que j'ai appris à développer. Et en développant ce cadeau-là, j'ai pu voir la richesse. C'est un diamant que j'ai appris à tailler. C'est comme l'histoire de l'huître. Tu sais, l'huître, je ne sais pas si les gens qui écoutent présentement, l'huître, c'est qu'il y a un grain de sable qui rentre à l'intérieur de l'huître. Et ce qui arrive, c'est que c'est tellement souffrant pour l'huître, c'est qu'elle apprend à nacrer le grain de sable. Et plus je vais nacrer le grain de sable, plus je vais lui donner de la douceur, de la tendresse à ce grain de sable-là, c'est que le grain de sable se transforme en perle dans l'huître. Alors, c'est la même chose pour nous. Exactement. Ça va être à l'intérieur de soi, ça va être dans notre ADN. Il y a des traumatismes, une mort, des abus, des paroles blessantes, de la violence, nommez-les, des expériences qui ont été difficiles, ça va toujours être à l'intérieur de soi. Mais si on apprend à ancrer ces expériences-là, en leur donnant de la douceur, de la tendresse, être bienveillant, d'exprimer sa colère, d'exprimer sa haine, d'exprimer ce qui est là à l'intérieur de soi, ses émotions, bien, c'est sûr qu'on peut vivre une vie d'amour, on peut vivre une vie plus en harmonie avec soi et avec l'autre. Et pour moi, plus on a souffert, Jeffrey, plus on peut savourer le bonheur. Alors, si vous écoutez présentement, vous avez vécu une vie d'enfer, ben si tu t'en occupes, qui sera un passage difficile, on doit se l'avouer, c'est pas un passage facile, mais plus je m'en occupe, plus vous allez être en amour avec la vie. Puis pour ceux qui ont eu ça plus facile, ben tant mieux, on n'a pas besoin d'avoir vécu la souffrance. Mais par contre, si on se lève le matin, puis qu'on a sa voiture dans le cours, on a un travail, on a des enfants, on a un conjoint, une conjointe, on regarde tout ça, puis on n'a plus d'émotion, puis on se demande qu'est-ce que je suis venu faire sur cette planète Terre. En quelque part, c'est juste l'accumulation de non-dits, de petites phrases, de petites paroles parfois qui fait que j'ai un trop-plein. C'est là que je dois m'arrêter, puis juste aller libérer ces charges émotives qu'on a accumulées pendant des années pour revenir à l'essence, aimer, servir. Alors, on a tellement à gagner à prendre soin de soi. On a tellement à gagner, puis tout est à l'intérieur de soi. Et moi, par mes affects, je me suis propulsé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Et si vous m'auriez dit ça, il y a 18 ans passés, j'aurais dit jamais j'aurais pu croire d'être la personne que je suis devenue aujourd'hui en m'occupant de mes affects et en m'occupant de mes expériences difficiles. C'est tellement... Et j'ai compris que je devais continuer encore. C'est jamais terminé. Mais dans le ici maintenant, est-ce que je peux le vivre en amour avec la journée que je vais vivre? Peu importe ce que j'ai à faire. Là, je suis en plein déménagement. Et s'il y a quelque chose que je trouve difficile, c'est le déménagement parce que j'ai déménagé mes frères tellement souvent. Mais aujourd'hui, je le fais une boîte à la fois. Hey, wow, je pack ma boîte et là, je me dis, hey Robert, tu t'en vas dans un château. Tu sais, j'appelle ça mon petit château, ton petit nid d'amour que tu as créé. Wow! Tu vas placer ça tantôt dans tes armoires, tu vas placer ça dans tes bureaux. Wow! Quelle gratitude, Robert! Wow! Là, j'étais avec ma femme, on rit.
avec mon fils hier. On a tellement ri parce que je lui demandais de faire des choses, puis tu sais comment est-ce qu'on peut être comme parent parfois. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je suis un parent un peu perfectionniste. Fait qu'il faut que mon enfant soit parfait. Et là, il faisait des choses. Et là, on partait à rire les deux, tu sais, parce que j'ai enlevé la culpabilité à dire, Gab, c'est pas comme ça qu'on fait ça. Là, j'étais pour le faire à sa place. Mais là, je me suis attrapé avant de le faire à sa place parce que là, je te prédis qu'il n'est pas capable. Et là, au lieu de faire ça, il disait, je l'ai laissé faire, puis en place, je me suis introduit en relation avec lui, puis dit, regarde, si tu ferais ça de telle façon, tu penses-tu que ça pourrait aller mieux? Et là, ben, je l'ai amené à avoir un succès, à le faire lui-même. Mais ça, c'est tout le cheminement que j'ai fait, Jeffrey, que je compte ça dans le ici maintenant. C'est tout le cheminement que j'ai fait, avec les études, bien sûr, mais d'avoir intégré cette notion de responsabilité affective qui fait en sorte que je suis responsable à 100% de mes expériences de vie. Et ça, c'est un regard sur moi et que j'essaie pas de changer l'autre et j'essaie pas de dire à l'autre que c'est l'autre qui est pas correct pour qu'est-ce que je vis. Ça fait toute une différence. énorme, énorme. C'est incroyable ce que tu viens de nous donner, Robert. Écoute, ça fait, tu vois, on avait dit, on durerait peut-être une demi-heure, on savait pas trop. Mais quand on est parti, toi et moi, à discuter, c'est vrai qu'on ne s'arrêterait pas. Donc vraiment, un grand, grand merci, Robert, pour tout ce que tu viens de nous partager. Si jamais des gens veulent te suivre, donc il y a ta page qui est, tu peux nous la redire. RobertSavoie.com. Tout simple. Tout simplement. Tu fais également pas mal de conférences en France, sur Paris. J'ai vu qu'il y avait d'autres dates aussi en France. Ma quatrième tournée, Jeffrey. Quatrième tournée dans 6 mois. Et toujours autant de monde. Et bientôt, tu m'as dit que tu allais partir aussi au Monténégro. Enfin, c'est vraiment… comme tu dis, si on avait dit à Robert Savoie il y a quelques années que tu ferais ça, tu n'aurais pas forcément cru. Sauf que c'est un travail au quotidien et c'est vraiment ce que tu as voulu être et les actions que tu as mises en place pour devenir ce que tu es maintenant finalement. Donc, eh ben, écoute, Robert, un petit mot de la fin peut-être pour les gens qui nous regardent sur Ma puissance mentale. Je veux juste te dire, mon frère, que je t'aime, puis merci d'avoir créé ce moment-là. C'est grâce à toi parce que c'est toi qui l'as mis en place, puis c'est pour ça qu'on a pu vivre un moment. Pour moi, en tout cas, c'est un moment que je n'oublierai jamais. C'est un moment puissant et je veux te reconnaître pour cette grandeur et cette ouverture de la différence, hein, et qui fait en sorte qu'on peut vivre des moments aussi intenses et aussi puissants. Alors, merci Jeffrey, je t'aime mon frère, j'ai déjà hâte de te voir très bientôt. Bientôt. Merci beaucoup Robert, merci pour tout ce que tu nous as partagé. J'invite vraiment les gens à te suivre, soit sur les réseaux sociaux, soit sur Internet, soit aller te voir en conférence, même aller dans tes stages. Alors toi, tu appelles ça des retraites, mais chez nous, on appelle ça des stages, des séminaires, peu importe. C'est passer quelques jours avec toi pour justement se libérer de ce qu'ils ont pu vivre et devenir donc une personne qui est en connexion vraiment avec ce qui se passe à l'intérieur. Un grand, grand merci mon frère. Merci pour tout. Je te dis à très bientôt et prends soin de toi. Bisous à ta famille. À très, très vite. Merci. Ciao à tous. Salut Robert. Ciao, ciao.